Fureur, silencieuse. Sable-Thorne arriva au lycée Lincoln un mardi matin de fin septembre, avec pour seul bagage un sac à dos usé et le poids d'une promesse faite à sa grand-mère 3 mois avant que le cancer ne l'emporte finalement. La promesse était simple mais absolue. Plus de bagarre, quoi qu'il arrive. Sa grand-mère lui avait tenu la main dans cette chambre d'hôpital stérile, où les bips des machines égrenaient un compte à rebours régulier, et avait fait jurer Sable sur tout ce qu'elle aimait d'abandonner cette vie. Le circuit clandestin de Portland, les phalanges meurtries, l'adrénaline en montant sur le ring, en sachant qu'elle pouvait briser quelqu'un faisant 2 fois sa taille, tout cela devait rester enterré dans l'Oregon lorsqu'elle déménagerait chez sa tante, dans une banlieue de l'Illinois. Sable avait accepté, parce qu'elle avait vu la peur dans les yeux de sa grand-mère, la terreur que la petite fille qu'elle avait élevée ne finisse morte dans un combat de ruelle, ou pire, en prison pour avoir envoyé quelqu'un à l'hôpital. La main de sa grand-mère, autrefois forte et calleuse à force de jardinage, était devenue fragile, parcheminée, un réseau de veines bleues sous une peau fine comme du papier de soie. Son étreinte, cependant, était empreinte d'une urgence désespérée. « Jure-le, ma chérie, jure-le » avait-elle murmuré, sa voix un filet rauque. Alors Sable avait tourné le dos à la seule chose pour laquelle elle avait jamais été vraiment douée, emballé ses quelques affaires et était montée à bord d'un autocar Greyhound en direction de l'Est, vers un nouveau départ dans un lycée où personne ne connaissait son nom ni sa réputation. Le voyage avait duré 48 heures, une succession floue de paysages monotones et d'arrêts dans des gares routières impersonnelles, lui laissant tout le temps de ressasser le vide laissé par sa grand-mère et le poids de son serment. Le lycée Lincoln s'étendait sur près de 2,5 hectares, dans une ville qui tirait une fierté égale de ses matchs de football américain du vendredi soir et de ses résultats scolaires. Le bâtiment lui-même était un mélange de vieilles constructions en briques des années 1960 et d'ajouts plus récents qui tentaient, sans succès, de se fondre dans l'architecture d'origine. Le couloir principal s'étirait sur près de 100 mètres, de l'entrée nord à l'entrée sud, bordé de rangées de casiers en métal bleu qui résonnaient à chaque porte claquée et à chaque pas traînant. Une odeur tenace de désinfectant au citron et de poussière de craie flottait dans l'air, se mêlant au parfum bon marché et à la subtile odeur d'anxiété adolescente. Le casier de Sable était le numéro 247, coincé entre le laboratoire de chimie et la cage d'escalier menant aux salles de cours de français du premier étage. Elle le gardait sobre, quelques manuels, rien de personnel, rien qui puisse donner à quiconque un aperçu de qui elle était vraiment ou d'où elle venait. C'était une coquille vide, un espace fonctionnel qui reflétait parfaitement l'identité qu'elle cherchait à projeter. Elle avait choisi son apparence avec soin pour se fondre dans le décor. Ses cheveux sombres tombaient, raides et sans coiffure, au-delà de ses épaules. Ses vêtements étaient des trouvailles de friperie délibérément banales aux couleurs ternes, et elle gardait le regard baissé lorsqu'elle traversait les couloirs bondés. Mesurant 1,63 m et pesant à peine 52 kilos, Sable savait qu'elle avait l'air d'une cible facile. Elle avait perdu du poids depuis son départ de Portland, arrêté sa routine d'entraînement rigoureuse, laissé sa définition musculaire s'adoucir pour devenir moins visible. Les autres élèves de Lincoln voyaient exactement ce qu'elle voulait qu'ils voient. Une nouvelle élève silencieuse, qui n'établissait pas de contact visuel, qui déjeunait seule dans le coin le plus reculé de la cafétéria, près de la sortie de secours, qui ne levait jamais la main en classe, même si elle connaissait généralement les réponses. Elle cultivait cette invisibilité comme un bouclier, chaque vêtement terne, chaque regard fuyant étant une brique de plus dans la forteresse qu'elle érigeait autour d'elle. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était la façon dont elle cataloguait chaque sortie dans chaque pièce, la façon dont ses yeux suivaient les mouvements avec une précision de prédateur avant qu'elle ne se souvienne d'adoucir son regard, la façon dont ses mains se recroquevillaient, parfois en poings parfaitement formés, avant qu'elle ne les détende consciemment.
Il ne remarquait pas la précision contrôlée avec laquelle elle se déplaçait dans les espaces bondés, ne heurtant jamais personne, toujours consciente de la position des gens autour d'elle. Il ne voyait pas le sac de sport qu'elle gardait dans sa voiture, toujours rempli de bandes pour les mains et d'un protège-dents dont elle s'était juré de ne pas avoir besoin. Il n'avait aucune idée que la nouvelle fille maigrichonne qui sursautait au bruit fort avait passé les 4 dernières années à s'entraîner 6 jours par semaine au Muay Thai et au Jiu-Jitsu brésilien, qu'elle avait disputé 23 combats amateurs et en avait remporté 21, qu'elle pouvait mettre fin à un combat avant même que la plupart des gens ne réalisent qu'il avait commencé. Cette dualité était un fardeau constant. Un dialogue silencieux entre l'instinct et la promesse. La première semaine se passa dans un anonymat prudent. Elle apprit la disposition du lycée, identifia les hiérarchies sociales qui régissaient Lincoln comme une loi non écrite, et se rendit aussi invisible que possible. La cafétéria était un espace immense, pouvant accueillir 400 élèves, divisés en territoires invisibles aussi clairement que n'importe quelle cour de prison. Les sportifs dominaient les tables centrales près de la file du self. Les joueurs de football américains et leurs petites amies, l'équipe de basket, les joueuses de volley, tous regroupés en une masse de blousons universitaires et de rires confiants. L'élite intellectuelle revendiquait les tables près des fenêtres, les élèves en filière d'excellence et les membres du club de débat engagés dans des discussions animées sur les dossiers d'inscription à l'université et les dates limites des bourses. Les élèves de théâtre et d'art plastique se rassemblaient près du mur du fond, une explosion de chaos créatif avec leurs gestes dramatiques et leurs vêtements tachés de peinture. Et puis, il y avait les espaces indéfinis, les tables pour tous ceux qui n'entraient dans aucune catégorie, et les coins isolés où des gens comme Sable mangeaient seuls, le dos au mur et les yeux fixés sur les sorties. Elle remarqua Tristan Prescott pour la première fois le mercredi de cette première semaine. Il était impossible à manquer, 1m88, les épaules larges, avec le genre d'assurance qui vient de ne jamais s'être entendu dire non. Son père était un avocat en vue de la ville, le genre de personne dont le nom figurait dans le journal et le visage sur les panneaux publicitaires. Tristan portait ce privilège comme une seconde peau, se déplaçant dans les couloirs comme s'il lui appartenait, ce qui, à bien des égards, était le cas. Il avait le genre de physique qui faisait pardonner un comportement qui n'aurait pas dû l'être, une mâchoire carrée, des cheveux blonds soigneusement coiffés, des vêtements chers qui donnaient à l'uniforme scolaire des allures de haute couture. Il se déplaçait avec un entourage, toujours 2 ou 3 autres élèves gravitant autour de lui, riant à ses blagues, acquiesçant à ses observations, faisant tout ce qu'il fallait pour rester dans ses bonnes grâces. La première interaction directe de Sable avec Tristan eut lieu à la fin de sa 2e semaine, un vendredi après-midi, alors qu'elle se rendait à la bibliothèque. Elle avait la tête baissée, concentrée sur le fait d'aller du point A au point B sans incident, lorsque l'épaule de quelqu'un la percuta violemment. L'impact la fit trébucher sur le côté contre un casier avec un bruit métallique qui résonna dans le couloir. Ses manuels s'éparpillèrent sur le sol carrelé, des feuilles glissant dans différentes directions. L'instinct de Sable fut de pivoter, de prendre position, de se préparer à une attaque de suivi, mais elle se retint, força son corps à rester passif, maintint sa respiration régulière malgré la montée d'adrénaline. Une chaleur familière et dangereuse inonda ses veines, un réflexe conditionné par des années de combat. Elle la repoussa, la confinant dans un recoin de son esprit. « Regarde où tu vas », dit Tristan, sans même se retourner alors qu'il continuait son chemin dans le couloir avec ses amis. L'un d'eux, un grand garçon, à la coupe en brosse nommé Gaspard, jeta un regard en arrière et eut un sourire narquois. Mais ils continuèrent à marcher. Sable s'agenouilla lentement et rassembla ses affaires éparpillées, consciente des élèves qui passaient en flot continu, aucun d'entre eux n'offrant son aide.
Quelques-uns la regardèrent avec ce qui aurait pu être de la sympathie, mais la sympathie ne se traduisait pas en action. Elle prit son temps pour ramasser chaque feuille, utilisant ce moment pour laisser son rythme cardiaque revenir à la normale, se rappelant la promesse qu'elle avait faite. Ce n'était rien, une bousculade mineure dans un couloir bondé. Cela ne valait pas la peine de briser un serment fait à une femme qui lui avait tout donné. Le lundi suivant, Tristan était à sa table habituelle à la cafétéria, lorsque Sable passa devant, portant son plateau vers son coin solitaire. Elle entendit sa voix avant de le voir se tourner vers elle. « Hé, la nouvelle !» Son ton était désinvolte, presque amical, ce qui le rendait en quelque sorte pire. « Tu sais que tu as le droit de t'asseoir avec d'autres gens, non ? Tu n'es pas obligé de te cacher dans ton coin comme une espèce de bête curieuse. » Ses amis éclatèrent d'un rire trop fort, trop théâtral, destiné à attirer l'attention des tables environnantes. Sable sentit le poids des regards se tourner vers elle, mais elle continua de marcher, son visage soigneusement neutre. Elle posa son plateau à sa table habituelle et s'assit le dos au mur, sortant un roman de poche qu'elle relisait, l'utilisant comme un bouclier contre le monde. « Je te parle !» lança Tristan, plus fort maintenant, profitant de l'audience qu'il avait rassemblée. « C'est impoli d'ignorer les gens. » Sable tourna une page de son livre, bien qu'elle n'enregistrât aucun des mots. Sa vision périphérique suivit Tristan alors qu'il se levait de sa table, et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait réellement s'approcher d'elle. Ses muscles se tendirent involontairement, des années d'entraînement prenant le dessus, préparant son corps à ce qui pourrait arriver. Mais un de ses amis, un garçon trapu avec des cicatrices d'acné nommé Romain, dit quelque chose qu'elle n'entendit pas, et Tristan rit et se rassit. Le moment passa, mais Sable sut, avec une certitude absolue, que ce n'était que le début. Elle avait raison. Au cours de la semaine suivante, les incidents s'intensifièrent progressivement, chacun étant individuellement assez mineur pour être ignoré, mais formant collectivement un schéma qu'elle reconnaissait. Mardi matin, quelqu'un la bouscula dans le couloir assez fort pour que son café éclabousse le devant de sa chemise. Mercredi, elle ouvrit son casier pour découvrir que quelqu'un y avait fourré des papiers froissés, faisant tomber ses livres et ses cahiers lorsqu'elle essaya de les récupérer. Jeudi, elle s'assit en cours de français pour trouver que quelqu'un avait écrit « taré » sur sa table au marqueur indélébile. Vendredi, à la cafétéria, le sac à dos de quelqu'un renversa accidentellement son plateau repas en voyant sa nourriture glisser sur la table, la sauce vinaigrette s'étalant sur ses devoirs. À travers tout cela, Sable resta silencieuse. Elle changea sa chemise tachée de café dans les toilettes sans se plaindre. Elle ramassa les papiers de son casier sans affronter personne. Elle s'assit à la table sur laquelle l'insulte était écrite et prit des notes autour jusqu'à ce qu'un professeur le remarque et l'envoie à une autre place. Elle sauva ce qu'elle put de son déjeuner et de ses devoirs, nettoya le reste et continua à lire son livre. Chaque incident était un test, une nouvelle épreuve pour sa promesse. Elle s'accrochait à l'image du visage de sa grand-mère, à la fragilité de sa main dans la sienne. Les professeurs voyaient, elle savait qu'ils voyaient. Monsieur Hébert regarda depuis la porte de sa classe, alors que quelqu'un faisait tomber ses livres de ses mains dans le couloir. Mais il se détourna quand elle leva les yeux, disparaissant à nouveau dans sa salle. Madame Chan était à la cafétéria lorsque l'incident du sac à dos s'est produit, debout à la table de surveillance des professeurs, avec une vue dégagée sur tout. Mais elle se contenta de froncer les sourcils et de détourner le regard, s'occupant de son téléphone. Le message était clair. Ce n'était pas leur problème, et ils n'avaient aucune intention d'en faire leur problème. Le lycée Lincoln avait une réputation à maintenir. Et cette réputation n'incluait pas la reconnaissance de l'existence du harcèlement entre ces murs soigneusement entretenus. À la fin du mois de septembre, Sable avait établi une routine basée sur l'évitement. Elle arrivait au lycée exactement 7 minutes avant la première sonnerie,
ce qui lui laissait juste assez de temps pour se rendre à son casier et à son premier cours sans traîner dans les couloirs. Elle avait tracé 3 itinéraires différents entre chacun de ses cours, choisissant le chemin qui semblait le moins peuplé par Tristan et son groupe. Elle déjeunait en 13 minutes, passant le reste de la pause à la bibliothèque où Tristan et ses amis s'aventuraient rarement. Elle gardait la tête baissée, ses réponses minimales, sa présence aussi réduite que possible. Le week-end offrait un bref répit. Sable vivait avec sa tante Diane dans une petite maison de 2 chambres en périphérie de la ville, une femme discrète qui travaillait de nuit à l'hôpital et dormait la plupart de la journée. Elles avaient un arrangement qui leur convenait à toutes les deux. Sable restait dans son coin, maintenait ses notes et ne causait pas de problème, et Diane ne posait aucune question sur le sac de sport qui restait emballé dans le coffre de la vieille Honda Civic de Sable, ou sur la façon dont les ecchymoses d'anciens combats s'estompaient encore sur ses côtes et ses épaules. Le samedi matin, Sable conduisait 40 minutes jusqu'à une salle de sport dans la ville voisine, un endroit où personne du lycée Lincoln n'irait jamais, et passait 2 heures à frapper le sac lourd. Elle se disait que c'était juste pour rester en forme, juste pour évacuer le stress, mais à chaque jab, chaque crochet et chaque coup de pied circulaire, elle sentait les murs soigneusement construits de sa nouvelle identité menacée de se fissurer. Ses articulations lui faisaient mal en rentrant chez elle, et elle se surprit à vérifier sa posture dans le rétroviseur, à un feu rouge. Ses mains se positionnaient en garde parfaite sans qu'elle y pense. Elle les força à revenir à 10h10 sur le volant, et se rappela pourquoi elle faisait cela, la promesse, le nouveau départ, la chance d'être quelqu'un d'autre que la fille qui avait envoyé 3 hommes adultes aux urgences quand ils avaient essayé de l'attaquer après un combat, la fille dont la réputation était devenue si grande que les promoteurs commençaient à avoir du mal à trouver des adversaires prêts à l'affronter, la fille dont la grand-mère était morte terrifiée que le talent de sa petite-fille pour la violence ne l'amène en prison ou à la mort. Octobre arriva avec ses feuilles mortes et ses températures rafraîchies, et le harcèlement évolua d'incidents isolés à des campagnes soutenues. Lundi matin, Sable découvrit que quelqu'un était entré dans son casier pendant le week-end. Le cadenas était toujours intact, ce qui signifiait que quelqu'un avait accès à l'école ou savait comment le crocheter. Ses manuels avaient été réarrangés, ses objets personnels fouillés et son cahier de français avait disparu. Elle le retrouva plus tard dans la journée dans la poubelle de la cafétéria, les pages déchirées et tachées de café. Mardi, quelqu'un lança une rumeur selon laquelle elle avait été renvoyée de son ancien lycée pour avoir déclenché une bagarre qui avait envoyé un autre élève à l'hôpital. L'ironie de la rumeur, partiellement vraie, n'échappa pas à Sable, mais la façon dont les autres élèves commencèrent à la tenir encore plus à distance, la façon dont les professeurs la regardaient avec suspicion, lui fit sentir que les murs se refermaient. Mercredi après-midi, elle était dans les toilettes entre 2 cours quand elle les entendit arriver, plusieurs paires de pas, le son distinctif de la voix de Tristan résonnant sur le carrelage. Sable se lavait les mains lorsque 3 filles entrèrent, toutes portant l'uniforme officieux du cercle intime de Tristan, des vêtements de sport de marque, un maquillage parfaitement appliqué, des expressions de cruauté désinvoltes. La meneuse était une grande rousse nommée Solène, qui sortait avec Tristan depuis la seconde. « C'est donc toi » dit Solène, s'appuyant contre le lavabo de manière à bloquer la sortie. La petite cinglée qui embête Tristan. Sable ne répondit pas, se sécha simplement les mains avec soin et se dirigea vers la porte. Une des autres filles, une blonde nommée Manon, se mit sur son chemin. « Elle te parle » dit Manon. « Ne sois pas impoli. » Chaque instinct de Sable lui hurlait d'évaluer les menaces, d'établir sa domination, de contrôler l'espace. À Portland, cette situation aurait duré environ 3 secondes avant que quelqu'un ne soit au sol. Mais ce n'était pas Portland, et elle n'était plus cette personne. Elle prit une profonde inspiration et essaya de contourner Manon. Solène bougea plus vite, attrapant le sac à dos de Sable et le lui arrachant de l'épaule. «
La secousse soudaine fit réagir le corps de Sable avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Sa main jaillit, ses doigts s'enroulant autour du poignet de Solène avec une prise précise, son poids se déplaçant automatiquement dans une posture qui lui permettrait de rediriger la force si nécessaire. Le mouvement était un pur instinct, une mémoire musculaire issue de milliers d'heures d'entraînement. Pendant un instant, Sable vit un éclair de reconnaissance dans les yeux de Solène. Pas la reconnaissance de qui était Sable, mais la reconnaissance que peut-être cette nouvelle fille silencieuse n'était pas aussi impuissante qu'elle en avait l'air. Puis Sable relâcha consciemment sa prise et recula, laissant son sac à dos tomber au sol. « Garde-le », dit Sable doucement, ses premiers mots à l'une d'entre elles. Sa voix était stable, contrôlée, bien loin des battements de son cœur. « Je ne veux pas de problème. » Elle quitta les toilettes sans son sac à dos, se rendit directement au bureau du proviseur et le déclara volé. La secrétaire parut surprise par son calme, nota les informations et promit de s'en occuper. Le sac à dos de Sable réapparut dans son casier le lendemain, son contenu intact, et rien de plus ne fut dit à ce sujet. Mais le message avait été envoyé et reçu. Elle ne se défendrait pas, ce qui signifiait qu'elle était une proie facile pour tout ce qu'il voudrait lui faire. Les bousculades dans le couloir augmentèrent en fréquence et en force. Sable se retrouvait à trébucher contre des casiers plusieurs fois par jour, ses livres lui étant arrachés des mains si souvent qu'elle commença à en transporter moins. Quelqu'un se mit à synchroniser son passage près d'elle à la cafétéria pour donner un coup de pied accidentel dans sa chaise, la faisant sursauter. En laboratoire de chimie, son binôme attitré demanda soudainement un transfert, la forçant à travailler seule pendant que les autres élèves travaillaient en paire. L'isolement était méthodique, calculé, conçu pour lui donner l'impression qu'elle n'existait que comme une cible. Elle s'accrochait à la promesse, mais cela devenait de plus en plus difficile. Chaque fois que quelqu'un la poussait, son corps voulait répondre par un coup de coude. Chaque fois que quelqu'un lui parlait avec mépris, elle devait se mordre physiquement la langue pour ne pas répondre. La nuit, seule dans sa chambre, elle pratiquait des enchaînements en silence, exécutant des combinaisons avec une précision parfaite, sentant la puissance dans son corps qu'elle ne pouvait pas utiliser, la compétence qu'elle ne pouvait pas révéler. La première fois qu'elle vit Léo, c'était à la bibliothèque un jeudi après-midi de la mi-octobre. Elle avait pris sa place habituelle à une table dans le coin du fond, cachée derrière les rayonnages, où elle pouvait faire ses devoirs dans une paix relative. Elle l'entendit avant de le voir. Une discussion polie avec la bibliothécaire sur le fait d'emprunter plus que la limite standard de livres. Sa voix était patiente, mais persistante, expliquant quelque chose à propos d'un projet de recherche qui nécessitait de nombreuses sources, et finalement, Madame Rodriguez céda avec un soupir et l'instruction de tout rendre dans les 2 semaines. Il apparut au coin des rayonnages, portant une pile de livres qui menaçait de s'effondrer à tout moment, et s'arrêta net quand il vit Sable à ce qui était apparemment sa table habituelle. « Oh !» dit-il, puis il sourit avec une chaleur authentique. « Désolé, je m'assois habituellement ici, mais je peux trouver une autre place. » Sable leva les yeux vers lui pour la première fois. Il était grand et mince, avec des cheveux bruns bouclés qui semblaient n'avoir jamais rencontré un peigne qu'il respectait, une peau mate et des yeux marrons qui contenaient une réelle gentillesse plutôt que la sympathie de façade à laquelle elle s'était habituée. Il portait un t-shirt de groupe vintage, sous une chemise en flanelle ouverte et un jean avec de vrais trous d'usure, plutôt qu'acheté ainsi. « Ce n'est pas grave, » dit Sable doucement, « il y a de la place. » Léo réfléchit un instant, puis posa soigneusement sa pile de livres à l'autre bout de la table et s'assit, laissant une distance respectueuse entre eux. Pendant une vingtaine de minutes, ils travaillèrent dans un silence confortable. Sable se sentit se détendre progressivement, la tension constante dans ses épaules s'atténuant légèrement. Il y avait quelque chose de paisible à partager un espace avec quelqu'un qui ne voulait rien d'elle, qui ne la regardait pas comme une proie ou un divertissement.
Tu es dans mon cours de maths, dit Léo finalement, en gardant une voix appropriée pour une bibliothèque. Tu es assise au fond près des fenêtres. Sable hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Elle était bien assise là, spécifiquement parce que cela lui donnait une vue claire de la porte et de toutes les sorties. Tu en sais bien plus que tu ne le laisses paraître, continua Léo en feuilletant un de ses livres. Hier, quand Morrison a posé une question sur les dérivés, tu avais la réponse avant tout le monde. J'ai vu ton expression, mais tu n'as pas levé la main. Je n'aime pas attirer l'attention, dit Sable, ce qui était vrai, mais incomplet. Ouais, je comprends ça. Léo prit une note dans son carnet, une sorte d'équation compliquée qui ne signifiait rien pour Sable. Bien qu'ici, essayer d'être invisible fait parfois de toi une cible encore plus grande. La main de Sable se crispa sur son crayon. Que veux-tu dire? Léo leva les yeux, et il y avait quelque chose dans son expression qui lui dit qu'il avait vu plus qu'elle ne l'espérait. Tristan Prescott. J'ai vu la façon dont lui et ses amis te traitent, les bousculades, les commentaires, tout ça. Il fit une pause, puis ajouta prudemment. J'ai vu la façon dont tu ne réagis pas. Ça demande beaucoup de contrôle. Quelque chose se serra dans la poitrine de Sable. Le fait que quelqu'un reconnaisse enfin ce qui se passait, que quelqu'un la voie, rendit toute la situation soudainement plus réelle et plus difficile à supporter. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-elle. Léo haussa les épaules. « Parce que faire semblant de ne rien voir fait de moi un complice, et parce que je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un ami qui s'en soucie vraiment. » La simplicité de l'offre la laissa sans voix. Un ami. Le mot semblait étranger, venu d'une autre vie. À Portland, elle avait eu des partenaires d'entraînement, des sparring partners, des gens qui la respectaient sur le ring, mais aucun d'entre eux ne la connaissait vraiment. Sa grand-mère avait été sa seule véritable amie, la seule personne qui l'avait vue entièrement et l'avait aimée malgré tout. « Tu ne me connais pas ?» dit finalement Sable. « Non, acquiesça Léo, mais j'aimerais bien, si ça te va. » Et juste comme ça, sans fanfare ni déclaration dramatique, Sable se retrouva à hocher la tête. Ils échangèrent leurs numéros, Léo retourna à sa lecture, et Sable se remit à ses devoirs avec l'étrange sentiment que quelque chose d'important venait de changer dans son existence solitaire, soigneusement construite. Au cours des 2 semaines suivantes, Léo devint une présence constante dans sa vie, de manière discrète et non dramatique. Ils s'asseyaient ensemble à la bibliothèque la plupart des après-midi, travaillant sur leurs devoirs, avec des conversations occasionnelles sur tout et rien, la musique, les livres, l'absurdité des examens standardisés, leur théorie sur ce que la cafétéria prétendait être du poulet. Il était facile de parler à Léo. Il ne la poussait jamais à donner des informations qu'elle n'était pas prête à partager, ne lui donnait jamais l'impression qu'elle devait jouer un rôle ou faire semblant. Il avait sa propre histoire de marginal à Lincoln, trop intelligent pour la foule populaire, trop irrévérencieux pour l'élite intellectuelle, plus intéressé par la lecture de philosophie et le jeu de guitare que par l'intégration dans une catégorie sociale prescrite. Il lui parla de sa famille, de son père mécanicien, qui pouvait réparer n'importe quel moteur, mais avait du mal à réparer sa relation avec la mère de Léo après le divorce, de ses 2 jeunes sœurs, qui le traitaient comme un mélange de portique de jeu et de chauffeur personnel. Il parle de ses projets d'étudier les sciences de l'environnement à l'université, peut-être de travailler pour une organisation de conservation, de faire quelque chose de significatif au lieu de simplement courir après l'argent. Quand il l'interrogea sur son passé, Sable lui donna la version soigneusement éditée, déménagé de Portland après la mort de sa grand-mère, vivant avec sa tante, essayant de finir le lycée et de comprendre ce qui allait suivre. Elle ne mentionna pas les combats, les circuits clandestins, la façon dont ses mains savaient briser des os avec une précision chirurgicale. Léo semblait accepter ses réponses sans insister, mais elle sentait qu'il devinait qu'il y avait plus dans l'histoire.
Il l'observait parfois quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, un regard pensif dans les yeux, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Mais il n'insista jamais, ne demanda jamais l'accès à des parties d'elle qu'elle n'était pas prête à partager, et cette retenue la fit lui faire confiance plus que n'importe quel interrogatoire n'aurait pu le faire. La 3e semaine d'octobre, Léo commença à la retrouver à son casier le matin. Ce n'était pas planifié ou discuté, il se mit juste à être là quand elle arrivait, appuyé contre le casier à côté du sien, avec son sac à dos perpétuellement surchargé et un sourire sincère. Il parlait quelques minutes avant le premier cours, rien d'important, juste une conversation facile qui rendait le début de sa journée moins oppressant. D'autres élèves commencèrent à le remarquer, à les catégoriser comme amis, ce qui signifia que Léo commença à subir une partie du harcèlement périphérique qui s'était concentré uniquement sur Sable. Elle remarqua quand quelqu'un le bouscula dans le couloir. Elle vit quand ses livres furent projetés de ses mains par accident. Elle entendit les amis de Tristan faire des commentaires sur Léo qui s'encanaillait avec la fille bizarre, assez fort pour s'assurer qu'ils entendraient tous les deux. Léo gérait cela avec une indifférence facile que Sable ne pouvait s'empêcher d'admirer, faisant des blagues autodérisoires ou ignorant simplement les provocations. Mais elle pouvait voir les moments où sa mâchoire se crispait, où ses yeux brillaient d'agacement avant qu'il ne laisse consciemment tomber. « Tu n'es pas obligé d'être vu avec moi », lui dit Sable un après-midi à la bibliothèque. « Je sais que ça te complique les choses. » Léo leva les yeux de ses devoirs de maths avec une expression de confusion sincère. « Pourquoi est-ce que ça m'importerait ?»« Parce que Tristan et ses amis sont des connards, » termina Léo. « Ce qui est leur problème, pas le mien. Tu crois que je vais laisser des enfants trop grands me dicter avec qui je passe du temps ?» Il secoua la tête. « Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, tu es la personne la plus intéressante de tout ce lycée. Tous les autres sont tellement occupés à essayer de s'intégrer ou de se démarquer de toutes les manières approuvées. Toi, tu es juste toi-même, même quand il serait plus facile de ne pas l'être. » Sable sentit quelque chose de chaud et d'inconfortable dans sa poitrine, une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Tu ne sais pas vraiment qui je suis. »« Pas tout, » admit Léo, « mais j'en sais assez. Je sais que tu es ridiculement intelligente, mais que tu le caches. Je sais que tu lis William Blake pour le plaisir, ce qui est à la fois impressionnant et légèrement inquiétant. Je sais que tu fais face à quelque chose de difficile et que tu refuses de te laisser briser. C'est suffisant pour l'instant. Le reste, tu me le diras quand tu seras prête. » La supposition qu'il y aurait un « quand tu seras prête » plutôt qu'un « si » fit se serrer la gorge de Sable d'une émotion inattendue. Elle baissa les yeux sur ses devoirs de chimie avant qu'il ne puisse voir les larmes menacées au coin de ses yeux. Leur amitié s'approfondit à travers de petits moments partagés. Léo lui fit découvrir son café préféré hors du campus, un minuscule endroit tenu par un couple de personnes âgées qui faisaient les meilleurs mochas que Sable ait jamais goûtés. Ils commencèrent à avoir ce que Léo appelait les jeudis des pensées profondes, où ils débattaient de philosophie, d'éthique ou de tout ce qui leur passait par la tête. Ils lui jouaient des chansons à la guitare, des versions acoustiques de classiques du rock avec ses propres fioritures improvisées. Elle se surprit à rire davantage, un rire sincère qui semblait étrange après des mois de neutralité soigneusement contrôlée. Léo avait une façon de la faire se sentir vue sans la faire se sentir exposée. Il remarquait des choses, la façon dont elle se positionnait toujours le dos au mur, la façon dont ses yeux suivaient les mouvements dans les espaces bondés, la précision contrôlée avec laquelle elle se déplaçait, mais il ne les commentait pas, les classant simplement comme des pièces du puzzle qu'il était prêt à attendre pour résoudre. Le premier vendredi de novembre, Léo l'invita à venir voir son groupe répéter dans le garage de son ami. Sable hésita, peu habituée aux invitations sociales, incertaine de vouloir étendre son cercle social au-delà de cette seule personne qui avait réussi à se glisser derrière ses défenses.
Mais l'expression pleine d'espoir de Léo brisa sa résistance et elle se retrouva à accepter. La répétition fut bruyante, chaotique et sincèrement amusante d'une manière que Sable n'avait pas connue depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Léo jouait de la basse aux côtés d'un batteur nommé Théo et d'une guitariste nommée Yasmine, et ils étaient vraiment bons, jouant un mélange de rock alternatif et de leur propre composition. Entre les chansons, ils plaisantaient et se disputaient sur les progressions d'accords et accueillirent Sable avec une chaleur facile qui lui donna l'impression que peut-être, éventuellement, elle pourrait avoir une vie ici qui ne se résumait pas à survivre au jour le jour. Après, ils allèrent tous au café et Sable se retrouva à participer à une conversation sur la théorie musicale, les salles de concert et la logistique impossible d'être un adolescent essayant de faire de l'art dans la banlieue de l'Illinois. Pendant quelques heures, elle n'était pas la nouvelle fille silencieuse ou la cible de Tristan. Elle était juste Sable, assise avec des gens qui la traitaient comme si elle était à sa place. Léo la ramena chez elle ce soir-là, sa vieille Subaru faisant des bruits de cliquetis inquiétants qu'il insistait à qualifier de « caractère ». Ils restèrent assis dans son allée pendant 20 minutes, parlant de tout et de rien, et quand Sable sortit enfin de la voiture, elle réalisa qu'elle souriait, vraiment souriante, du genre qui atteint les yeux et fait mal au visage. Ce week-end-là, allongée dans son lit et fixant le plafond, Sable se permit de reconnaître ce qui se passait. Elle développait des sentiments pour Léo qui allaient au-delà de l'amitié, une attirance qui tenait autant à son esprit et à sa gentillesse qu'à la façon dont ses yeux se plissaient quand il riait ou à la façon dont ses mains bougeaient quand il jouait de la musique. C'était dangereux et compliqué et elle essaya de se convaincre d'y mettre un terme avant que cela ne puisse devenir quelque chose de plus. Mais chaque fois qu'elle pensait à mettre de la distance entre eux, elle se souvenait de son sourire, de son acceptation facile, de la façon dont il lui donnait l'impression qu'elle méritait peut-être d'avoir de bonnes choses dans sa vie. Lundi matin, Léo l'attendait à son casier comme d'habitude, mais quand elle s'approcha, elle sentit immédiatement que quelque chose était différent. Sa posture était tendue, son expression soigneusement contrôlée, et il y avait une tache de ce qui ressemblait à de la peinture sur sa chemise. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sable, sachant déjà que c'était grave. Léo lui montra son téléphone. Quelqu'un avait créé un faux compte de réseau social à son nom et publié une série de déclarations de plus en plus vulgaires et offensantes, taguant la moitié du lycée dans le processus. Les publications affirmaient que Léo était amoureux de Sable, la décrivaient en termes sexuels crus qui donnèrent la nausée à Sable et incluaient des images retouchées d'eux ensemble dans des positions compromettantes qui étaient manifestement fausses, mais néanmoins préjudiciables. « C'est Tristan, dit Léo, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Ça doit être lui. Je sais que c'est lui. Sable sentit une glace se répandre dans ses veines. C'était de sa faute. En devenant son ami, Léo s'était mis une cible dans le dos, et maintenant il payait le prix de sa présence dans sa vie. « Je vais le signaler, continua Léo. Je vais voir le proviseur tout de suite, leur montrer tout. Ça dépasse toutes les bornes. » « Ça ne servira à rien, dit Sable doucement, sachant que c'était vrai. Son père est au conseil d'administration du lycée. Il fait des dons au département des sports. Ils vont enquêter, faire des bruits de sympathie, et rien ne changera. L'expression de Léo se durcit. Alors que suggères-tu? Qu'on accepte ça? Non, dit Sable, bien qu'elle ne fût pas sûre de l'alternative. Mais tu dois te préparer à ce que rien n'en résulte. Elle avait raison. Léo signala le compte à l'administration, fournit des captures d'écran, identifia plusieurs témoins qui avaient vu les publications. Le proviseur Antoine écouta avec une inquiétude appropriée, promit une enquête approfondie, et 2 jours plus tard annonça qu'il ne pouvait pas prouver de manière définitive qui avait créé le compte, et ne pouvait donc pas prendre de mesures disciplinaires. Les publications furent supprimées, le faux compte effacé, mais le mal était fait.
La moitié du lycée avait vu ces images, ces affirmations, et bien que certaines personnes aient défendu Léo et Sable, beaucoup plus trouvèrent cela amusant ou, pire, crurent qu'il pouvait y avoir une part de vérité dans les accusations grossières. Les commentaires dans les couloirs augmentèrent. Les gens faisaient des bruits de baisers quand Sable et Léo passaient. Quelqu'un écrivit des graffitis explicites à leur sujet dans les toilettes du premier étage. Le casier de Sable fut à nouveau vandalisé, cette fois avec des photos imprimées du faux compte collé sur la porte. Léo reçut des textos anonymes avec des menaces et des accusations. À travers tout cela, Tristan maintenait un déni plausible, son sourire poli ne faiblissant jamais, ses mains apparemment propres de tout méfait. La semaine suivant l'incident du faux compte, Sable remarqua que Solène et ses amis la regardaient avec une hostilité accrue. Mercredi après-midi, Sable se rendit aux toilettes et les trouva toutes les trois déjà là, attendant manifestement. Cette fois, il n'y avait aucune prétention de coïncidence. « Tu dois comprendre quelque chose », dit Solène, bloquant la sortie comme la fois précédente. Léo mérite mieux qu'une petite cinglée bizarre qui ne peut même pas se défendre. Quoi que tu penses qu'il se passe entre vous deux, ce n'est pas le cas. Il est juste gentil, parce qu'il a pitié de toi. Les mots étaient conçus pour blesser et ils réussirent en partie, frappant les insécurités que Sable avait essayé d'ignorer. Mais il y avait aussi autre chose dans la voix de Solène, de la jalousie peut-être, ou une véritable inquiétude pour Léo tordu en cruauté. Léo fait ses propres choix, dit Sable, en gardant sa voix égale. C'est entre lui et moi. Il n'y a pas de lui et toi, intervint Manon. Tu n'es personne. Tu n'as pas ta place ici, et tout le monde le sait. Pourquoi ne rends-tu pas service à tout le monde en changeant de lycée? Sable sentit son contrôle lui échapper, sentit la rage qu'elle avait réprimée pendant des semaines, menacée de faire surface. Ses mains se crispèrent en poing à ses côtés, la forme correcte sans pensée consciente. Elle prit une profonde inspiration, se força à se détendre. « Je ne vais nulle part », dit-elle doucement. La troisième fille, une brune nommée Alix, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, jeta soudainement son gobelet de soda directement au visage de Sable. Le liquide froid éclaboussa son nez et sa bouche, dégoulinant sur son menton et imbibant sa chemise. Sable resta absolument immobile, clignant des yeux pour chasser le soda, son corps lui hurlant de répondre, de bouger, de se battre. Mais elle pouvait entendre la voix de sa grand-mère, pouvait sentir cette promesse de chambre d'hôpital la liant comme des chaînes. Solène rit, un son rauque qui résonna sur le carrelage. Regardez-la. Elle ne se défend même pas. Quelle blague! Elles la laissèrent là, dégoulinante et humiliée, et Sable passa les 10 minutes suivantes à se nettoyer au lavabo. Elle fixa son reflet dans le miroir, cheveux trempés, chemise tachée, mâchoire si serrée qu'elle en avait mal, et se reconnut à peine. La fille de Portland n'aurait jamais permis cela. La fille de Portland les aurait toutes les trois mises au sol avant que ce gobelet ne quitte la main d'Alix. Mais cette fille avait fait une promesse, et les promesses faites aux morts étaient censées signifier quelque chose. Léo la trouva à la bibliothèque par la suite, lui jeta un regard et ne posa pas de questions, s'assit simplement à côté d'elle et partagea tranquillement son déjeuner puisqu'elle avait perdu l'appétit. Sa simple présence, son refus de la traiter comme si elle était brisée, l'aida plus que les mots n'auraient pu le faire. Ce soir-là, Léo lui envoya un texto. « Tu n'as pas à me le dire, mais je sais qu'il y a plus en toi que ce que tu montres, et quoi que ce soit, je suis là quand tu seras prête. » Sable fixe le message pendant un long moment avant de répondre « Merci ». La pression continua de monter jusqu'à la mi-novembre. Tristan semblait considérer tout le lycée comme son royaume personnel, et le refus de Sable de se battre ou de fuir l'offensait clairement à un niveau fondamental. Le harcèlement devint plus créatif, plus public, conçu non seulement pour la blesser, mais pour l'humilier devant le plus de témoins possible. Quelqu'un mit une souris morte dans son casier. Quelqu'un d'autre répandit la rumeur qu'elle avait été arrêtée pour agression dans son ancien lycée.
Une rumeur assez proche de la vérité pour être inconfortable, mais suffisamment déformée pour la faire paraître dangereuse et instable. Ses pneus furent dégonflés sur le parking du lycée 3 fois en 2 semaines. Quelqu'un créa une fanpage pour elle sur les réseaux sociaux qui publiait quotidiennement des photos embarrassantes et des commentaires cruels, gagnant des centaines d'abonnés avant d'être finalement supprimé. À travers tout cela, Léo resta à ses côtés, sa loyauté absolue, même si le harcèlement s'étendait à lui. Sa voiture fut rayée. Quelqu'un lança une rumeur selon laquelle il avait été renvoyé de son ancien lycée pour avoir harcelé une ex-petite amie. Le local de répétition de son groupe fut vandalisé, le matériel endommagé. Mais chaque matin, il était toujours à son casier avec un sourire, un café et un refus absolu de laisser Tristan Prescott dicter sa vie. Leur relation évolua pendant ces semaines difficiles, passant de l'amitié à quelque chose de plus significatif sans qu'aucun d'eux ne le nomme explicitement. Léo lui prenait la main quand il marchait entre les cours, un simple geste de solidarité qui semblait monumental. Il s'asseyait plus près à la bibliothèque, les épaules se touchant pendant qu'il travaillait. Les conversations s'approfondirent, dépassant les sujets de surface pour aborder les espoirs, les peurs et les rêves d'un avenir qui semblait de plus en plus incertain. Un vendredi soir de fin novembre, Léo emmena Sable regarder le coucher de soleil depuis un point de vue en dehors de la ville. Un endroit d'où l'on pouvait voir à des kilomètres à travers les terres agricoles vallonnées de l'Illinois. Ils s'assirent sur le capot de sa voiture, regardant le ciel viré à l'orange, au rose et au violet, et Léo posa enfin la question qu'il retenait depuis des semaines. « Sable, dit-il prudemment, je sais que tu caches quelque chose. Je n'ai pas besoin de savoir quoi, mais j'ai besoin de savoir, es-tu en danger? Y a-t-il quelque chose qui devrait m'inquiéter ?» Sable réfléchit soigneusement à sa réponse. Pas du genre que tu imagines. Je ne fuis personne, et je n'ai pas de problème avec la justice. J'ai fait une promesse à quelqu'un d'important que j'essaie très fort de tenir. Et tenir cette promesse signifie ne pas être la personne que j'étais. Léo absorba cela, son expression pensive. D'accord. Mais tu sais que si tu as besoin d'aide, ou si les choses deviennent si graves que tu ne peux plus tenir cette promesse, je suis là. Quoi que tu aies besoin. Je sais, dit Sable, et sentit la vérité de ces mots s'ancrer en elle. Léo était devenu essentiel pour elle d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, une encre la maintenant attachée à cette nouvelle identité qu'elle essayait de construire. La pensée de le perdre, de sa déception, s'il voyait un jour de quoi elle était vraiment capable, la terrifiait plus que toute la campagne de harcèlement de Tristan. Léo se pencha et l'embrassa alors, doucement et avec hésitation. Une question plutôt qu'une exigence. Sable lui rendit son baiser, goûtant son haleine parfumée au café et sentant quelque chose se fendre dans sa poitrine. Pendant un instant, assise là, avec le coucher de soleil peignant le ciel et la main de Léo chaude contre sa joue, elle se permit de croire qu'elle pourrait peut-être avoir cela. Une vie normale, une relation normale, un avenir qui n'impliquait pas la violence, l'adrénaline et le rugissement des foules clandestines réclamant du sang. Le lundi suivant brisa cette illusion. Sable arriva au lycée pour trouver tout le monde fixant leur téléphone, les conversations s'arrêtant quand elle passait. Léo la rejoignit à son casier, le visage pâle, et lui montra son écran sans un mot. Quelqu'un avait trouvé des images de Portland. Pas n'importe quelles images, mais la vidéo d'un de ses derniers combats. Le combat brutal où elle avait cassé le nez et la mâchoire de son adversaire au 2e round. Le combat qui avait fait supplier sa grand-mère d'arrêter avant qu'elle ne tue quelqu'un ou ne se fasse tuer elle-même. La vidéo était montée pour la faire paraître aussi violente que possible, coupant le contexte et ne montrant que les moments les plus brutaux,
le visage de Sable tordu par une agression qu'elle se souvenait à peine avoir ressentie, ses poings et ses coudes atterrissant avec une force écœurante, son adversaire s'effondrant sur le tapis pendant que Sable se tenait au-dessus d'elle comme une sorte de monstre. Sous la vidéo, quelqu'un avait écrit « Voilà qui est vraiment Sable Thorne, une psychopathe violente qui prétend être normale, faites attention ». La vidéo avait été partagée des centaines de fois pendant la nuit. Chaque élève du lycée Lincoln l'avait vue, chaque professeur, l'administration. Tout le monde savait maintenant que la Sable silencieuse et passive avait un passé de violence, qu'elle s'était battue dans des circuits clandestins, qu'elle était capable de causer de graves dommages. Sable sentit son monde soigneusement construit imploser. Elle regarda Léo, essayant de jauger sa réaction, terrifiée par ce qu'elle pourrait voir dans ses yeux. « Je peux expliquer, » commença-t-elle, mais Léo secouait déjà la tête. « Tu n'as pas à le faire, » dit-il fermement. « Je m'en fiche. Quoi que ce soit, quoi que tu aies fait, je te connais. La personne dans cette vidéo n'est pas la même personne qui se tient ici en ce moment. Mais, pas de mais, je te fais confiance, Sable. Quelles que soient les raisons que tu avais de te battre, de le cacher, elles sont à toi. Tu ne me dois aucune explication. » Il fit une pause, puis ajouta avec un léger sourire. « Bien que je doive dire que tu es incroyablement impressionnante, ces mouvements étaient légitimes. » L'acceptation désinvolte la stupéfia. Elle avait été si certaine que la révélation de son passé ferait fuir tout le monde, mais Léo lui serra simplement la main et entra avec elle dans le bâtiment comme si rien n'avait changé. Les autres élèves furent moins compréhensifs. Les gens qui l'avaient auparavant simplement ignorée la regardèrent maintenant avec peur, fascination ou les deux. Le harcèlement cessa pendant une brève période, le temps que tout le monde recalibre sa compréhension de qui était Sable. Tristan et son groupe gardèrent leur distance pendant quelques jours, réévaluant clairement leur approche. Mais la peur et la fascination finirent par se transformer en ressentiment. Si Sable pouvait se battre comme ça, pourquoi ne s'était-elle pas défendue contre eux? La passivité qui avait fait d'elle une cible sûre semblait maintenant être une moquerie, comme si elle s'était jouée d'eux, les faisant passer pour des imbéciles. Le récit changea. Sable n'était pas une victime, elle était une menace se faisant passer pour faible, ce qui était en quelque sorte pire. Le harcèlement reprit avec une intensité renouvelée, mais maintenant il était teinté d'une escalade dangereuse. Tristan et ses amis semblaient déterminés à la provoquer pour qu'elle révèle la violence qu'ils avaient vue dans la vidéo. Ils voulaient la preuve qu'elle était le monstre que les images suggéraient, voulaient justifier leur traitement d'elle en la forçant à devenir l'agresseur. Les bousculades devinrent plus dures, plus délibérées. Les commentaires verbaux devinrent plus agressifs, plus directement conflictuels. Quelqu'un creva à nouveau ses pneus, mais cette fois ils laissèrent un mot. « On sait ce que tu es ». Quelqu'un d'autre s'introduisit dans sa voiture et détruisit l'intérieur, déchirant les sièges et brisant son tableau de bord. Le sac de sport avec son équipement d'entraînement qu'elle gardait dans le coffre fut volé, ses bandes pour les mains et son protège-dents pris comme des trophées ou des preuves. À travers tout cela, Sable maintenait son contrôle par un fil qui s'amincissait chaque jour. Sa promesse à sa grand-mère était la seule chose qui l'empêchait de répondre, mais elle la sentait s'effriter, érodée par une pression incessante. La nuit, elle restait éveillée, imaginant toutes les façons dont elle pourrait mettre fin à cela, toutes les techniques qu'elle pourrait utiliser pour mettre Tristan au sol et s'assurer qu'il y reste. Les fantasmes étaient vifs et violents, et la faisaient se haïr de les avoir. Léo devint sa bouée de sauvetage, la seule personne qui ne la traitait pas différemment après la vidéo. Il lui tenait la main dans les couloirs, l'accompagnait en classe, s'asseyait avec elle au déjeuner malgré les chuchotements et les regards. Son groupe lui dédia une chanson dans une salle locale, un majeur défiant quiconque pensait pouvoir briser son esprit. Yasmine et Théo devinrent également amicaux, élargissant son cercle social à un petit groupe de personnes qui la voyaient comme une personne plutôt que comme un spectacle ou une menace.
Mais même le soutien de Léo ne pouvait la protéger de ce qui allait suivre. L'incident se produisit un mercredi de début décembre, pendant le pic de la pause déjeuner, lorsque la cafétéria était bondée de près de 400 élèves. Sable était assise à sa table habituelle, avec Léo, Yasmine et Théo, essayant de manger son déjeuner et d'ignorer les regards et les chuchotements qui étaient devenus un bruit de fond constant. L'air était épais de conversation et de l'odeur de nourriture industrielle. L'offre du jour était des tacos, ou du moins l'interprétation des tacos par le lycée Lincoln, avec une viande mystère et un fromage orange suspect. Sable était au milieu d'une bouchée de son pathétique taco quand elle sentit des yeux sur elle. Elle leva les yeux pour voir Tristan s'approcher de sa table, flanqué de Gaspard, Romain et 2 autres membres de son cercle intime. Ils portaient des plateaux repas, ce qui était inhabituel. Le groupe de Tristan achetait généralement de la nourriture, mais mangeait dehors, ou dans le camion de Tristan, trop cool pour s'asseoir dans la cafétéria ordinaire. « Sable », dit Tristan, sa voix assez forte pour porter jusqu'aux tables voisines. « Il faut qu'on parle. » La main de Léo se crispa sur sa fourchette. « Va-t'en, Tristan. »« Je ne te parle pas, » dit Tristan sans regarder Léo. Ses yeux étaient fixés sur Sable avec une intensité qui la rendit hyper consciente de chaque personne dans la pièce, de chaque sortie, de chaque menace potentielle. « Je parle à la combattante en cage résidente de notre lycée. » Tu vois, j'ai réfléchi à cette vidéo. Des mouvements assez impressionnants. Je me demande pourquoi tu as joué la victime tout ce temps alors que tu pouvais clairement te débrouiller. Sable posa son taco avec soin, s'essuyant les mains sur une serviette avec une lenteur délibérée. Je ne veux me battre avec personne, Tristan. Je n'ai jamais voulu me battre avec qui que ce soit ici. Ce n'est pas ce qu'on voit sur la vidéo, intervint Romain. On dirait plutôt que tu aimes faire du mal aux gens. L'injustice de la chose fit se crisper la mâchoire de Sable. C'était un combat officiel. Consentement, règles, arbitre, pas la même chose que d'attaquer quelqu'un dans un couloir de lycée. On dirait des excuses, dit Gaspard. On dirait que tu n'es peut-être pas aussi dur que tu veux le faire croire. Sable sentit Léo à côté d'elle se tendre, se préparant à se lever et à intervenir. Elle posa une main sur son bras, une demande silencieuse de la laisser gérer ça. Toute la cafétéria s'était tue maintenant, les conversations s'éteignant alors que tout le monde se tournait pour regarder la confrontation. « Que veux-tu, Tristan ?» demanda Sable, gardant sa voix égale malgré son cœur qui battait la chamade. Tristan sourit, et il y avait quelque chose dans son expression qui fit hurler les instincts de Sable au danger. « Je veux voir si tu es vraiment aussi dur que cette vidéo le laisse croire. Tu vois, mes amis et moi, on a pris des paris. Je dis que tu n'es que du vent, que n'importe qui peut avoir l'air bon dans une vidéo montée. Mais je suis prêt à te donner une chance de me prouver le contraire. » Il prit un gobelet de son plateau, un de ces grands gobelets de cafétéria remplis de ce qui ressemblait à du punch aux fruits. Mais alors qu'il le soulevait, Sable sentit une odeur qui lui fit pleurer les yeux. Le liquide avait la couleur normale du punch, mais une odeur âcre indubitable transperçait la douceur, de la sauce piquante. Beaucoup. « Voilà le truc », continua Tristan, sa voix portant à travers la cafétéria silencieuse. « On en a tous marre que tu joues la victime, alors qu'on sait que tu ne l'es pas. Alors, soit tu bois ça et tu prouves que tu n'es pas que des paroles en l'air, soit tu te lèves et tu quittes le lycée Lincoln pour de bon. C'est ton choix. » Il tendit le gobelet vers elle, et Sable put voir qu'il était rempli presque à ras-bord d'un liquide qui était définitivement plus de la sauce piquante que du punch. Probablement le truc industriel de la station de condiments mélangé à toute la chaleur supplémentaire que Tristan et ses amis avaient apportée de chez eux. Le défi était absurde, enfantin et conçu pour une humiliation maximale. Si elle le buvait, elle souffrirait le martyre, vomirait probablement et ferait certainement une scène. Si elle refusait, elle passerait pour une faible et le harcèlement ne ferait qu'empirer. Dans tous les cas, Tristan gagnait. Sable regarda le gobelet,
puis le visage suffisant de Tristan, puis les centaines d'élèves qui regardaient avec leur téléphone sorti, prêts à enregistrer ce qui allait se passer. Elle sentit la main de Léo sur son bras, sa solidarité silencieuse, et prit sa décision. « Non », dit-elle simplement. Le sourire de Tristan s'élargit. « Non, c'est tout ? Juste non. »« Juste non », confirma Sable. « Je ne boirai pas ça, et je ne quitterai pas le lycée. Tu ne dictes pas mes choix. » Pendant un instant, l'expression de Tristan vacilla avec quelque chose qui ressemblait à du respect, mais cela passa rapidement, remplacé par la colère d'être défié devant son public. « Alors je suppose qu'on va devoir t'aider à faire le bon choix. » Tout se passa très vite. Gaspard et Romain bougèrent simultanément, attrapant les bras de Sable pendant que Tristan s'avançait avec le gobelet. Leur plan était évident, la maintenir immobile pendant que Tristan lui versait le liquide brûlant dans la gorge, l'humiliation ultime capturée sur des dizaines de téléphones pour une infamie éternelle sur les réseaux sociaux. Ce qui se passa ensuite dura environ 3 secondes, mais serait rejoué au ralenti dans des dizaines de vidéos téléchargées sur toutes les plateformes de médias sociaux. La main de Gaspard atteignit le bras gauche de Sable. Des années de mémoire musculaire se déclenchèrent avant la pensée consciente. Le corps de Sable bougea avec la précision fluide de milliers d'heures d'entraînement, son bras gauche balayant vers le haut et autour dans une parade parfaite qui redirigea la prise de Gaspard, son poids se déplaçant sur son pied droit alors qu'elle attrapait simultanément la main droite de Romain avec sa propre main droite, contrôlant son poignet avec une force de préhension qui le fit halter de surprise. Tristan était déjà en mouvement avec le gobelet, engagé dans le lancer, incapable d'arrêter son élan. La main gauche de Sable jaillit et attrapa le gobelet de sa main avec un timing parfait, ses doigts s'enroulant fermement autour. Dans un mouvement continu, elle se leva de son siège, ses abdominaux s'engageant avec la puissance explosive qui lui avait valu des victoires contre des adversaires 2 fois plus grandes qu'elle. Toute la cafétéria sembla se figer, alors que Sable se tenait là, tenant le gobelet, Gaspard et Romain tous deux contrôlés par sa prise sur leurs bras, la main de Tristan vide et son expression choquée. Pendant un instant cristallin, Sable aurait pu faire n'importe quoi. Elle aurait pu renverser le gobelet sur la tête de Tristan. Elle aurait pu relâcher les bras des garçons et utiliser sa main libre pour leur montrer exactement ce que ces vidéos de combat avaient démontré. Elle aurait pu les faire souffrir de la même manière qu'il l'avait fait souffrir pendant des mois. Au lieu de cela, Sable regarda Tristan directement, sa voix calme et claire, et dit: « Tu devrais vraiment faire plus attention avec ta boisson. » Puis elle projeta le gobelet vers l'avant d'un mouvement contrôlé du poignet. Pas un lancer sauvage, mais une distribution précise de liquide qui couvrit le visage, la chemise et la veste de Tristan d'une pulvérisation, qui devait être atroce, de sauce piquante concentrée et de punch. Une partie éclaboussa Gaspard et Romain, tous deux encore maintenus en place par la prise de Sable, incapables d'esquiver. Les réactions furent instantanées et viscérales. Tristan hurla, ses mains volant vers ses yeux alors que la sauce piquante brûlait. Gaspard recula si violemment qu'il brisa la prise de Sable et trébucha sur une autre table. Romain tomba à genoux, ses propres mains couvrant son visage alors qu'il laissait échapper une série de jurons. L'odeur de sauce piquante emplit l'air, faisant haleter et reculer les élèves à proximité. Sable relâcha le bras de Romain et recula du chaos qu'elle avait créé avec ce seul mouvement contrôlé. Ses mains étaient stables, sa respiration était calme. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit la personne qu'elle était et la personne qu'elle essayait de devenir s'aligner en quelque chose de nouveau. La cafétéria explosa. Les élèves criaient, certains riaient, d'autres enregistraient frénétiquement. Les professeurs et les surveillants accoururent de leur position autour de la salle. Tristan était penché, hurlant toujours, quelqu'un lui versant de l'eau sur le visage. Gaspard
avait trouvé un distributeur de serviettes et essuyait frénétiquement sa chemise éclaboussée de sauce. Romain était aidé à se relever par des amis, son visage rouge et ruisselant de larmes. Sable se tenait parfaitement immobile au centre du chaos, son expression neutre, tandis que Léo et ses amis la regardaient bouche bée avec des expressions de choc et d'admiration. Le proviseur Antoine arriva en quelques minutes, se frayant un chemin à travers la foule d'élèves. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, sa voix tranchant dans le bruit. Une douzaine d'élèves commencèrent à parler en même temps, mais c'est Léo qui parla clairement. Tristan Prescott a essayé de forcer Sable à boire un gobelet de sauce piquante. Quand elle a refusé, lui et ses amis ont essayé de la retenir physiquement et de le lui faire boire de force. Elle s'est défendue. « C'est une agression », ajouta Yasmine à voix haute. « Plusieurs témoins, plusieurs vidéos, et tout est de leur faute. » Le proviseur Antoine regarda autour de lui les téléphones qui enregistraient encore. Tristan et ses amis souffrant de leur propre tentative de farce. Sable, debout calmement les mains le long du corps. Son expression suggérait qu'il avait enfin compris que cette situation était trop publique, trop bien documentée, pour être balayée sous le tapis comme il l'avait fait pour les incidents précédents. « Sable, Léo, dans mon bureau. Maintenant, dit-il. Puis à Tristan et ses amis. Vous trois à l'infirmerie, puis dans mon bureau après. » Le trajet jusqu'au bureau du proviseur fut surréaliste. Les élèves s'écartaient devant Sable, comme Moïse séparant la mer Rouge, leurs expressions allant de l'admiration à la peur, en passant par quelque chose qui ressemblait à du respect. Elle pouvait entendre les chuchotements commencer déjà, l'histoire se propageant et se transformant au fur et à mesure qu'elle passait de personne à personne. Le temps qu'ils atteignent le bureau principal, le récit avait déjà évolué dans une douzaine de directions différentes. Le bureau du proviseur Antoine était un espace stérile, avec des affiches de motivation sur la réussite et des photos encadrées d'anciens élèves brillants du lycée Lincoln. Il fit signe à Sable et Léo de s'asseoir, tandis qu'il restait debout derrière son bureau, essayant clairement de maintenir son autorité dans une situation qui lui avait déjà échappé. « Mademoiselle Thorne, commença-t-il, sa voix lourde d'une patience forcée, c'est exactement le genre de comportement que je craignais lorsque cette vidéo de votre ancien lycée a fait surface. La violence n'est jamais la solution. »« Je n'ai pas initié la violence, » interrompit Sable, sa voix calme mais ferme. « Tristan Prescott et ses amis me harcèlent depuis des mois. Aujourd'hui, ils ont tenté de m'agresser physiquement en me forçant à consommer quelque chose contre ma volonté. Je me suis défendu en utilisant la force minimale nécessaire. Les seules personnes blessées l'ont été par le retour de flamme de leur propre farce. » « Retour de flamme ?» Les sourcils d'Antoine se levèrent. « Vous avez délibérément jeté... »« J'ai redirigé, » corrigea Sable. « Il y a une différence. » Et étant donné qu'il y a probablement 50 vidéos de l'incident entier sous plusieurs angles, toutes montrant que Tristan et ses amis ont initié la confrontation, tenté une contrainte physique et ont été défaits par leurs propres moyens, je ne pense pas que vous vouliez que cela porte sur ma réponse. Léo ajouta doucement, elle aurait pu les blesser gravement, tous les trois. Quiconque a vu cette vidéo de Portland sait qu'elle aurait pu les mettre tous au sol en quelques secondes. Au lieu de cela, elle a juste projeté de la sauce piquante sur eux. Si quoi que ce soit, elle a fait preuve d'une retenue remarquable. Le proviseur Antoine s'assit lourdement dans son fauteuil et Sable put le voir faire des calculs. Le risque de poursuite judiciaire, la publicité négative, les preuves vidéo indéniables, le père de Tristan qui appellerait sans aucun doute en hurlant dans l'heure. Pour la première fois, Sable vit ce qui pourrait être une véritable inquiétude dans son expression, non pas pour le bien-être des élèves, mais pour la responsabilité de l'école et sa propre sécurité d'emploi. « Je vais devoir visionner les images, » dit-il finalement, « et parler à toutes les parties concernées. En attendant, vous êtes tous les deux renvoyés en cours. Je vous rappellerai si j'ai d'autres questions. » C'était essentiellement un aveu qu'il ne pouvait pas discipliner Sable, sans exposer l'échec de l'école à traiter des mois de harcèlement.
Elle et Léo se levèrent pour partir, mais Sable s'arrêta à la porte. « Monsieur le proviseur, dit-elle en se retournant, pour information, j'ai signalé des incidents aux professeurs et au personnel à plusieurs reprises au cours des 2 derniers mois. Vandalisme, vol, menaces, intimidation physique, rien n'a été fait. Ce qui s'est passé aujourd'hui était inévitable parce que les adultes de cet établissement ont choisi de détourner le regard plutôt que de s'attaquer à un problème quand il était encore gérable. » Elle n'attendit pas de réponse, sortit simplement avec Léo à ses côtés, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois, malgré la certitude que cette situation était loin d'être terminée. Le reste de la journée d'école fut bizarre. Sable devint le centre de l'attention d'une manière totalement différente de l'examen négatif précédent. Des élèves à qui elle n'avait jamais parlé l'approchèrent dans les couloirs pour lui dire qu'ils trouvaient ce qu'elle avait fait génial. Quelqu'un avait créé un gif du lancer de sauce piquante qui devenait déjà viral au-delà du seul lycée Lincoln. Plusieurs élèves s'excusèrent de ne pas l'avoir défendu plus tôt, admettant qu'ils avaient eu peur de s'impliquer. Plus important encore, d'autres élèves commencèrent à partager leurs propres histoires de harcèlement par Tristan et son groupe, créant une avalanche soudaine d'accusations que l'administration ne pouvait plus ignorer. 3 autres élèves déposèrent des plaintes officielles cet après-midi-là. Une fille de seconde signala que Tristan la harcelait sexuellement depuis des semaines. Un garçon de 3e dit que Gaspard lui volait son argent de poche et le menaçait s'il parlait. Le mur du silence, qui avait protégé le comportement de Tristan pendant des années, s'effondra en quelques heures. Solène et ses amis évitèrent complètement Sable, leur confiance antérieure brisée par la prise de conscience que leur cible n'était pas sans défense après tout. La hiérarchie sociale du lycée Lincoln changea visiblement, les dynamiques de pouvoir se recalculant en temps réel, alors qu'il devenait clair que le règne de Tristan touchait à sa fin. Léo raccompagna Sable à sa voiture à la fin de la journée, sa main chaude dans la sienne. C'était la démonstration de badassitude la plus contrôlée que j'ai jamais vue, dit-il avec admiration. La façon dont tu as bougé, la précision, c'était comme assister à une masterclass de retenue. J'ai failli ne pas m'arrêter là, admit Sable doucement. Pendant 1 seconde, j'ai voulu leur montrer tout ce que je pouvais faire, leur faire comprendre l'erreur qu'ils avaient commise. Mais tu ne l'as pas fait, souligna Léo. Tu aurais pu les blesser gravement et invoquer la légitime défense. Au lieu de cela, tu as utilisé leur propre farce contre eux et tu es parti. C'est de la force, Sable, la vraie force. Ils restèrent assis dans sa voiture un moment, digérant la journée, et Sable sentit quelque chose de fondamental changer en elle. Elle avait passé des mois à essayer de réprimer qui elle était, à essayer de devenir quelqu'un dont sa grand-mère pourrait être fière, en éliminant les parties d'elle-même que sa grand-mère avait craintes. Mais peut-être que sa grand-mère n'avait pas eu peur de la force de Sable. Peut-être avait-elle eu peur que Sable utilise cette force pour se détruire elle-même, et les autres, à la poursuite de quelque chose d'insignifiant. Aujourd'hui, Sable avait utilisé sa force sans se perdre. Elle s'était défendue sans devenir l'agresseur. Elle avait fait preuve de clémence, tout en maintenant des limites. C'était peut-être ce que sa grand-mère avait vraiment voulu, non pas que Sable devienne faible, mais qu'elle devienne assez sage pour savoir quand la force était nécessaire et quand la clémence était plus forte. Les retombées de l'incident de la cafétéria se poursuivirent les jours suivants. Le proviseur Antoine mena son enquête approfondie, qui consista principalement à regarder les preuves vidéo accablantes et à interroger des témoins qui confirmèrent tous le même récit. Le vendredi, la décision tomba. Tristan, Gaspard et Romain furent suspendus pour 2 semaines en attendant une audience disciplinaire qui déterminerait s'ils seraient expulsés. Plusieurs professeurs furent formellement réprimandés pour ne pas avoir signalé le harcèlement. L'école envoya une lettre à tous les parents concernant son engagement renouvelé en faveur des politiques anti-harcèlement et de la sécurité des élèves.
Le père de Tristan appela, menaça de poursuite, tenta d'utiliser sa position et son influence pour protéger son fils. Mais le volume de preuves, les multiples plaintes d'autres élèves et la nature virale des vidéos rendirent impossible de tout balayer. Le conseil d'administration de l'école soutint la décision du proviseur Antoine pour éviter une responsabilité pire à l'avenir. Pour Sable, l'expérience de marcher dans le lycée Lincoln après la suspension fut une révélation. Les élèves la saluaient dans les couloirs. Les professeurs lui souriaient réellement. Elle pouvait déjeuner sans vigilance constante, pouvait travailler à la bibliothèque sans regarder par-dessus son épaule toutes les 30 secondes. L'atmosphère de peur qui avait défini son expérience à Lincoln se dissipa progressivement, remplacée par quelque chose qui ressemblait à la normalité. Sa relation avec Léo s'approfondit à travers le traumatisme et le triomphe partagé. Ils eurent leur premier rendez-vous officiel, ce samedi-là, se rendant à Chicago pour voir un concert dans une petite salle, se tenant la main dans le train et partageant des repas dans des restaurants qui ressemblaient à des aventures. Léo rencontra officiellement sa tante Diane, la charma par sa manière facile et son souci sincère pour Sable. Sable rencontra le père et les sœurs de Léo, passant un dimanche après-midi à aider son père à reconstruire un moteur pendant que ses sœurs l'interrogeaient sur ses intentions avec leur frère. L'audience disciplinaire eut lieu 2 semaines plus tard. Sable dut y assister en tant que témoin, faisant face à Tristan et à ses parents de l'autre côté d'une table de conférence dans les bureaux du district. L'avocat de Tristan tenta de dépeindre Sable comme l'agresseur, évoquant son passé de combattante, suggérant qu'elle avait prévu d'attaquer son client depuis le début. Mais les preuves vidéo étaient accablantes, des dizaines d'angles montrant tous la même histoire, prouvant tous que Sable s'était défendu contre une agression initiée. Plus important encore, d'autres élèves témoignèrent. La fille de seconde qui avait été harcelée sexuellement, le garçon de 3e qui avait été extorqué, un élève de première qui décrivit avoir été délibérément blessé pendant le cours de sport dans le cadre du plaisir de Tristan. Le schéma était indéniable, l'épreuve accablante. Tristan fut expulsé. Gaspard et Romain reçurent des suspensions à long terme et un suivi psychologique obligatoire. Leurs parents furent tenus de payer les dommages et intérêts à plusieurs victimes. Les comptes de réseaux sociaux furent retracés jusqu'au frère aîné de Romain, entraînant des conséquences juridiques supplémentaires. Sable s'attendait à ressentir de la satisfaction, de la justification, du triomphe. Au lieu de cela, elle ressentit surtout de l'épuisement et un étrange sentiment de perte pour la personne qu'elle aurait pu être si rien de tout cela ne s'était produit, si sa grand-mère n'était pas morte, si elle n'avait jamais eu à faire cette promesse, ou à la briser partiellement, ou à trouver comment être forte sans être destructrice. Un après-midi froid de janvier, Sable quittait le lycée quand elle trouva Tristan qui attendait près de sa voiture. Il avait été autorisé à venir récupérer ses affaires de son casier, escorté par la sécurité, et il avait apparemment réussi à s'éclipser assez longtemps pour la trouver. Léo était à la répétition de son groupe, donc Sable était seule, ce qui la rendit immédiatement méfiante. Mais Tristan n'avait pas l'air menaçant. Il avait l'air diminué, sa posture confiante avait disparu, ses vêtements chers remplacés par un simple sweat à capuche et un jean. L'arrogance qu'il avait définie était complètement absente. « Je ne suis pas là pour chercher des noises », dit-il rapidement, levant les mains en un geste de reddition. « Je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas parce que mon avocat me l'a dit, mais parce que j'ai besoin de le dire. » Sable garda ses distances, sa voiture entre eux. « D'accord, je t'écoute. » Tristan prit une profonde inspiration. « J'ai passé le dernier mois en thérapie, à essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et le truc, c'est que je n'ai pas de bonne raison. Mon thérapeute n'arrête pas de me demander d'identifier ce que je retirais du fait de te blesser, toi et d'autres personnes. Et la réponse honnête, c'est juste
Le pouvoir, je suppose. Le contrôle. Mon père attend de moi que je sois parfait, que je sois le meilleur en tout, que je ne montre jamais de faiblesse. Alors, j'ai rendu les autres faibles pour prouver que je ne l'étais pas. Il fit une pause, regardant ses chaussures. Je t'ai vue, silencieuse et seule, et j'ai pensé que tu étais une cible facile. Puis, quand tu n'as pas riposté, ça m'a rendu encore plus en colère parce que j'avais l'impression que tu me faisais passer pour un imbécile en ne répondant pas. Et puis, quand cette vidéo est sortie et que j'ai réalisé que tu aurais pu me détruire à tout moment, mais que tu as choisi de ne pas le faire, ça m'a rendu furieux parce que ça prouvait que j'avais tort surtout. Tu n'étais pas faible. C'est moi qui l'étais. Sable ne répondit pas immédiatement, laissant ses mots s'installer. Il y avait un remords sincère dans sa voix, mais aussi le genre de conscience de soi qui ne vient que d'une réflexion forcée. Il était peut-être désolé maintenant, mais le serait-il s'il ne s'était pas fait prendre, si ses actions n'avaient pas eu de conséquences? « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que j'ai détruit ta vie ici sans aucune raison. Parce que tu m'as fait preuve de clémence, alors que tu aurais pu faire de moi un exemple. Parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait est impardonnable, même si je demande quand même pardon. » Sable le considéra attentivement. Le garçon qui se tenait devant elle n'était pas la même personne qui se pavanait dans le lycée Lincoln comme si tout lui appartenait. Les conséquences avaient brisé quelque chose en lui, peut-être quelque chose qui avait besoin d'être brisé. « Je ne te pardonne pas, » dit-elle honnêtement. « Pas encore. Peut-être jamais. Ce que tu m'as fait à Léo, à tous ses autres élèves, ça a causé un préjudice réel. Les excuses n'effacent pas les traumatismes. » Tristan hocha la tête, acceptant cela. « Je comprends. Mais, continua Sable, je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Si tu utilises ça comme un signal d'alarme pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui n'a pas besoin de blesser les gens pour se sentir puissant, alors peut-être que tout cela n'a pas été entièrement vain. Mais ça dépend de toi. Ce n'est pas à moi de te faire te sentir mieux à propos de ce que tu as fait. »« Je sais, » dit Tristan doucement. « Pour ce que ça vaut, tu avais raison sur tout. L'école m'a protégé à cause de qui est mon père. Les professeurs ont vu et n'ont rien fait. Et tu avais tout à fait le droit de riposter beaucoup plus fort que tu ne l'as fait. Le fait que tu ne l'aies pas fait en dit plus sur ton caractère que tout ce que je pourrais dire. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Je suis transféré dans une école privée le semestre prochain. Tu n'auras plus à me voir. J'espère que toi et Léo êtes heureux. J'espère que je n'ai pas tout gâché pour toi ici. » Sable le regarda s'éloigner, raccompagné par la sécurité, et ressentit un mélange complexe d'émotions. Une colère qui n'était pas encore entièrement partie. Une tristesse pour le temps et l'énergie gaspillée dans ce conflit. Un soulagement que ce soit vraiment terminé. Et un étrange petit espoir que peut-être Tristan utiliserait réellement cette expérience pour devenir meilleur, pour briser le cycle de toxicité que sa famille avait créé. Le reste du mois de janvier se passa d'une manière qui semblait presque banale, après des mois de stress constant. Les notes de Sable, qui avait souffert pendant le pire du harcèlement, commencèrent à remonter. Elle rejoignit plus pleinement le groupe d'amis de Léo, assistant à leurs répétitions, à leurs soirées-jeux et à de longues discussions philosophiques sur tout, du changement climatique à la question de savoir si l'intelligence artificielle serait un jour vraiment consciente. Elle commença à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes d'une ville voisine, enseignant des bases d'autodéfense à des adolescents qui avaient subi du harcèlement ou des abus, trouvant un moyen d'utiliser ses compétences qui lui semblaient significatifs et constructifs. Un après-midi de février, Sable et Léo étudiaient à la bibliothèque lorsqu'une jeune élève s'approcha de leur table avec hésitation. C'était une élève de 3e, petite et nerveuse, et Sable reconnut le regard dans ses yeux, l'hypervigilance, la peur, l'isolement de quelqu'un activement pris pour cible. « Excusez-moi »
dit la fille doucement. Vous êtes Sable Thorn, n'est-ce pas? Celle qui, avec la sauce piquante? Sable hocha la tête, posant son manuel. C'est moi. Je me demandais si je pouvais vous parler de quelque chose. En privé? Elles se déplacèrent dans un coin plus calme de la bibliothèque, et la fille, son nom était Morgane, expliqua qu'elle était harcelée par un groupe d'autres élèves de troisième. Des commentaires constants sur son poids, ses vêtements et ses centres d'intérêt. Pas encore physique mais en escalade, et elle était terrifiée que ça empire. Ses parents ne comprenaient pas. Les professeurs lui disaient de l'ignorer. Elle se sentait complètement seule. Sable écouta toute l'histoire, reconnaissant chaque élément de sa propre expérience, ressentant de la colère pour cette fille et la détermination que Morgane n'aurait pas à souffrir comme Sable avait souffert. « Voici ce que nous allons faire », dit Sable fermement. « Premièrement, tu vas noter chaque incident avec les dates et les heures. Deuxièmement, je vais t'apprendre quelques techniques de base pour poser des limites et maintenir ton espace. Troisièmement, nous allons signaler cela ensemble à l'administration et je vais m'assurer qu'ils fassent réellement quelque chose cette fois. Et quatrièmement, tu vas t'asseoir avec moi et mes amis au déjeuner à partir de demain, parce que personne ne devrait avoir à manger seul à moins de le vouloir. » Les yeux de Morgane se remplirent de larmes de soulagement. « Vraiment? Vous feriez ça? »« Vraiment, » confirma Sable. « Ce qui m'est arrivé ne devrait arriver à personne. Si je peux utiliser ce que j'ai appris pour aider quelqu'un d'autre, alors peut-être que tout ça n'était pas complètement inutile. » Au cours des semaines suivantes, Sable se retrouva à devenir une défenseure informelle pour d'autres élèves confrontés au harcèlement. La nouvelle se répandit qu'elle était quelqu'un qui écouterait, qui vous croirait, qui agirait réellement. Le proviseur Antoine apprit à grincer des dents quand il la voyait approcher de son bureau, car cela signifiait généralement un autre incident documenté qu'il ne pouvait ignorer. L'atmosphère au lycée Lincoln continua de changer, lentement mais sensiblement, vers une culture où prendre la parole était plus sûr qu'auparavant. Léo observait cette transformation avec une fierté évidente. « Tu es pratiquement une super-héroïne », lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient égarés à leur point de vue préféré, les lumières de la ville s'étalant sous eux. Tu prends toute cette force et tu l'utilises pour protéger les gens au lieu de simplement te protéger toi-même. Je ne suis pas une super-héroïne, protesta Sable. Je fais juste ce que n'importe qui devrait faire. Mais la plupart des gens ne le font pas, souligna Léo. La plupart des gens restent silencieux parce que c'est plus facile. Tu aurais pu changer de lycée, déménager, faire comme si le lycée Lincoln n'existait pas. Au lieu de ça, tu es là à t'assurer que ce qui t'est arrivé n'arrive pas à d'autres. C'est héroïque. » Sable se pencha contre lui, sentant sa chaleur, respirant l'odeur familière de son savon et du café qu'ils avaient partagé plus tôt. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Quand tout le monde me voyait soit comme une victime, soit comme une menace, tu m'as vu comme une personne. Ça a fait toute la différence. »« Tu as rendu ça facile, » dit Léo, en lui embrassant le sommet de la tête. « Tu es assez remarquable, Sable Thorn. Je l'ai su le premier jour où je t'ai vu à la bibliothèque, même si tu essayais si fort d'être invisible. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les étoiles apparaître alors que le ciel s'assombrissait. Sable pensa au voyage qui l'avait amené ici, des circuits clandestins de Portland à la chambre d'hôpital de sa grand-mère, de ce premier jour au lycée Lincoln, se sentant traqué et seul à maintenant, entouré d'amis, d'un but et d'une relation qui ressemblait à un sol solide sous ses pieds. Elle pensa à la promesse qu'elle avait faite et comment elle l'avait à la fois tenue et rompue. Elle n'était pas devenue la personne qui se battait pour l'argent et l'adrénaline, qui mesurait sa valeur en victoire et en défaite. Mais elle n'était pas non plus devenue complètement passive, n'avait pas éliminé les parties d'elle-même qui étaient fortes, compétentes et capables de protection. Elle avait trouvé quelque chose entre les deux, une façon d'être puissante sans être destructrice, de se défendre et de défendre les autres sans perdre son humanité.
Le semestre de printemps apporta des changements dans tout le lycée Lincoln. De nouveaux protocoles anti-harcèlement furent mis en œuvre, réellement appliqués cette fois, avec des systèmes de signalement anonymes et des conséquences obligatoires. Plusieurs professeurs qui avaient été signalés à plusieurs reprises pour avoir ignoré le harcèlement furent discrètement réaffectés. Un programme de médiation par les pairs dirigé par les élèves fut créé, donnant aux élèves plus d'autonomie pour résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. On demande à Sable de parler lors d'une assemblée scolaire de son expérience. Elle faillit refuser, mal à l'aise avec l'attention et la supposition que son histoire était en quelque sorte inspirante. Mais Morgan la convainquit, arguant que la visibilité comptait, que d'autres élèves avaient besoin d'entendre quelqu'un qui avait survécu et en était sorti plus fort. Debout, au pupitre dans l'auditorium, devant près de 800 élèves, Sable sentit son cœur s'emballer. Elle pouvait gérer les menaces physiques avec aisance, mais parler en public était une terreur d'un autre genre. Léo lui fit un sourire encourageant depuis le premier rang et elle prit une profonde inspiration. « Je ne vais pas vous dire que ce qui m'est arrivé était normal, » commença-t-elle. « Ça ne l'était pas. Être ciblé, harcelé et menacé physiquement pendant des mois m'a endommagé d'une manière que je suis encore en train de surmonter. Mais je vais vous dire ce que j'ai appris. » Elle parla pendant 15 minutes, sa nervosité initiale s'estompant, alors qu'elle trouvait le rythme de ses mots. Elle parla de la différence entre la force et l'agression, de la façon dont rester silencieux vous rendait complice de la cruauté des autres, de la façon dont faire preuve de clémence était plus difficile et plus courageux que de chercher la vengeance. Elle parla des adultes qui lui avaient manqué, et de ceux qui avaient finalement agi. Elle parla de l'importance d'avoir ne serait-ce qu'une personne qui vous croyait, qui se tenait à vos côtés, quand tout le monde détournait le regard. « J'ai passé des mois à avoir peur, » dit-elle vers la fin. « Peur de riposter parce que je pensais que ça me rendait comme eux. Peur de montrer qui j'étais vraiment parce que je pensais que les gens me rejetteraient. Peur que me défendre signifiait briser une promesse faite à quelqu'un que j'aimais. Mais j'ai appris qu'on peut être fort sans être cruel. On peut se défendre sans devenir un agresseur, et on peut honorer les gens qu'on a perdus en devenant quelqu'un dont ils seraient fiers, même si ça ne ressemble pas exactement à ce qu'ils imaginaient. » Les applaudissements à la fin furent tonitruants, soutenus, et alors que Sable retournait à sa place, plusieurs élèves l'arrêtèrent pour lui serrer la main ou la remercier d'avoir parlé. Des professeurs, à qui elle n'avait jamais parlé, lui dirent à quel point ils étaient émus. Le proviseur Antoine, à son crédit, reconnut publiquement que l'administration lui avait manqué et s'engagea à faire mieux. En mars, Sable reçut une lettre d'une fondation de bourse d'études spécifiquement pour les élèves ayant surmonté une adversité importante. Léo l'avait nominé, écrivant un essai sur son caractère et sa résilience qui fit pleurer Sable quand il le lui montra enfin. Elle remporta la bourse, une récompense substantielle qui couvrirait la plupart de ses frais universitaires et venait avec un programme de mentorat la jumelant avec des professionnels de son domaine d'intérêt. Sa relation avec Léo continua de s'approfondir de manière naturelle et juste. Ils eurent leurs désaccords et leurs conversations difficiles, des moments d'insécurité et d'incompréhension, mais ils les surmontèrent avec le genre de communication honnête que Sable n'avait jamais connu auparavant. Léo accueillit chaque partie d'elle avec acceptation. La combattante de Portland, la petite fille en deuil, l'étudiante essayant de savoir qui elle voulait devenir. Il ne lui demanda jamais d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. Un soir d'avril, ils aidèrent son père à travailler sur une reconstruction de moteur particulièrement difficile lorsque le père de Léo dit quelque chose qui arrêta Sable net. « Tu es bonne pour mon fils », dit M. Barrett en s'essuyant la graisse des mains. « Je ne l'ai pas vu aussi serein depuis des années. Quoi que vous ayez tous les deux, c'est du sérieux. » Sable ne sut pas trop comment répondre à un tel niveau d'approbation, alors elle se contenta de sourire et de retourner au travail. Mais plus tard, quand elle et Léo furent seuls, elle en parla.
Ton père pense qu'on est du sérieux, dit-elle. Léo n'hésita pas. Il a raison, n'est-ce pas? Ouais, acquiesça Sable, sentant la vérité de ces mots s'ancrer en elle. Ouais, c'est vrai. La fin de l'année scolaire approchait avec le chaos habituel des examens, des dossiers et des décisions sur l'avenir. Sable avait été accepté dans plusieurs universités, toutes avec des aides financières généreuses grâce à ses notes, sa bourse et ce que les responsables des admissions universitaires considéraient apparemment comme un récit personnel convaincant. Elle et Léo avaient décidé de fréquenter des universités dans le même état, assez proches pour se voir régulièrement, mais assez éloignés pour avoir leurs propres expériences et leur propre croissance. Le dernier jour d'école, Sable traversa les couloirs désormais familiers du lycée Lincoln avec un sentiment de clôture. Tant de choses s'étaient passées entre ces murs, traumatisme et triomphe, peur et amitié, la transformation progressive de victime à survivante, puis à défenseur. Elle était arrivée dans ce lycée en essayant de cacher qui elle était, et elle partait en sachant exactement qui elle était et en étant en paix avec cette complexité. Elle retrouva Léo à leur endroit habituel près de son casier. Ils avaient gravé leurs initiales sous l'un des casiers des mois auparavant. Un petit acte de défi et de permanence qui avait semblé significatif à l'époque et qui l'était encore plus maintenant. « Prête à partir d'ici ?» demanda Léo en jetant son sac sur son épaule. « Plus que prête », confirma Sable. Ils se dirigèrent vers la sortie, passant devant la cafétéria, où le tristement célèbre incident de la sauce piquante s'était produit, passant devant la bibliothèque où ils s'étaient parlé pour la première fois, passant devant tous les lieux qui étaient devenus des marqueurs de leur histoire commune. Des élèves qu'ils connaissaient leur lançaient des au revoir et des vœux. Des professeurs leur firent signe. Le lycée, qui avait autrefois ressemblé à une prison, ressemblait maintenant juste à un bâtiment, un espace neutre qui contenait des souvenirs mais n'avait plus de pouvoir sur elle. À la porte, Sable s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. De l'autre côté du couloir, elle vit un élève plus jeune se faire bousculer par quelqu'un de plus grand. Le plus petit élève trébucha, mais continua de marcher, la tête baissée, essayant d'être invisible. Sable croisa son regard et lui fit un léger signe de tête, une reconnaissance, une solidarité, un message silencieux qu'il n'était pas seul, même si cela pouvait en avoir l'air. L'élève se redressa légèrement, ses épaules s'équarrant, et continua de marcher avec quelque chose qui aurait pu être une confiance naissante. « Ça va ?» demanda Léo, remarquant sa pose. « Ouais » dit Sable, se retournant vers la sortie, vers l'avenir qui attendait au-delà des murs du lycée Lincoln. « Ça va, allons-y. » Ils sortirent sous le soleil radieux de mai, dans la chaleur et les possibilités, dans ce qui allait suivre. Sable avait appris que la force ne consistait pas à dominer les autres ou à gagner des combats. La vraie force résidait dans la retenue, dans la défense des personnes qui ne pouvaient pas se défendre elles-mêmes, dans la clémence, tout en maintenant des limites, dans le refus de laisser la cruauté vous rendre cruel. Elle avait tenu sa promesse à sa grand-mère de la manière qui comptait. Elle n'était pas devenue quelqu'un qui utilisait la violence avec désinvolture ou la recherchait pour le frisson, mais elle avait aussi appris qu'il y avait une différence entre la violence et la protection, entre l'agression et la défense. Sa grand-mère n'avait pas voulu qu'elle devienne faible, elle avait voulu qu'elle devienne sage. Et la sagesse, Sable le comprenait maintenant, c'était de savoir quand se battre, quand s'éloigner, et quand une simple présence et un refus de reculer suffisaient à tout changer. Alors qu'elle et Léo se dirigèrent vers sa voiture, les mains liées, Sable sentit le poids de l'année écoulée commencer à se lever. Le traumatisme mettrait du temps à être entièrement traité, les cicatrices s'estomperaient, mais ne disparaîtraient jamais complètement, mais elle avait survécu avec son humanité intacte. Plus que survécu, elle avait transformé la douleur en but, la force en service, la peur en carburant pour devenir quelqu'un dont sa grand-mère serait fière. Quelqu'un l'appela de l'autre côté du parking, Morgane et quelques autres élèves qu'elle avait aidés au cours des derniers mois, lui faisant signe au revoir.
Sable leur fit signe en retour, sentant l'effet d'entraînement de ses choix se propager, touchant des vies dont elle n'aurait peut-être jamais pleinement connaissance. Léo lui serra la main. « Tu as changé cet endroit, tu sais. Tu l'as rendu meilleur juste en refusant de les laisser te briser. » « Nous l'avons changé, » corrigea Sable. « Rien de tout cela n'aurait fonctionné si j'avais été seul. »« C'est vrai, » reconnut Léo. « Mais c'est toi qui as montré à tout le monde qu'il était possible de se défendre sans se perdre. Ça va compter longtemps après notre départ. » Ils quittèrent le lycée Lincoln alors que la cloche sonnait une dernière fois, marquant la fin des cours, le début de l'été, la fin d'un chapitre qui avait mis Sable à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Elle était venue dans l'Illinois en essayant d'échapper à qui elle était, et au lieu de cela, elle avait appris à intégrer toutes les parties d'elle-même. La combattante, l'étudiante, l'amie, la défenseur, la fille qui avait fait une promesse, et la jeune femme qui avait appris que tenir ses promesses signifiait parfois les redéfinir. La route à venir était incertaine, mais plus effrayante. Sable avait affronté ses peurs, s'était levé quand c'était important, avait choisi la clémence plutôt que la vengeance, et en était quand même sortie victorieuse. Quels que soient les défis à venir, et il y en aurait, la vie le garantissait. Elle savait qu'elle pouvait les gérer, non pas en éliminant les parties d'elle-même qui étaient fortes et capables de protection, mais en utilisant ces parties sagement, avec compassion, au service de quelque chose de plus grand que la victoire personnelle. Alors qu'il se dirigeait vers le point de vue une dernière fois, vers le coucher du soleil, l'été et l'avenir qui les attendaient au-delà, Sable comprit que le plus grand cadeau de sa grand-mère n'avait pas été la promesse qu'elle lui avait arrachée dans cette chambre d'hôpital. C'était la foi que Sable pouvait être forte sans être destructrice, puissante sans être cruelle, capable à la fois d'une force incroyable et d'une clémence incroyable. Qu'elle pouvait être à la fois la combattante et la pacificatrice, la protectrice et la protégée, la personne qui pouvait briser quelqu'un, et la personne qui choisissait de ne pas le faire. La vraie force, avait-elle appris, c'était d'avoir le pouvoir de détruire et de choisir plutôt de construire, d'avoir la capacité de blesser et de choisir plutôt de guérir, d'avoir toutes les raisons de se venger et de choisir plutôt de montrer une meilleure voie à suivre. La sauce piquante avait été un karma instantané, oui, un moment où la cruauté de Tristan lui avait littéralement explosé au visage. Mais le vrai karma, l'impact durable, venait de ce que Sable avait choisi de faire ensuite. Pas d'escalade, pas de domination, pas de devenir ce contre quoi elle s'était battue. Juste une présence constante, des limites claires et le courage de se défendre non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui viendraient après. C'était la leçon qui valait la peine d'être retenue, la promesse qui valait la peine d'être honorée, la force qui valait la peine d'être cultivée. Et alors que le soleil se couchait sur les terres agricoles de l'Illinois, que Léo fredonnait en suivant la radio et que Sable se sentait sincèrement en paix pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, elle sut que sa grand-mère comprendrait, approuverait, serait fière de la femme que Sable devenait. La fille de Portland, qui s'était battue sur des rings clandestins, faisait partie d'elle. La nouvelle élève silencieuse qui avait essayé de disparaître faisait partie d'elle. La défenseur qui avait trouvé sa voie faisait partie d'elle. Et toutes ces parties ensemble, intégrées et entières, faisaient d'elle quelqu'un capable non seulement de survivre au monde, mais de le rendre un peu meilleur. C'était suffisant, c'était tout, c'était la personne qu'elle continuerait à devenir. Un choix à la fois, un acte de courage à la fois, un moment de choix de la clémence plutôt que de la vengeance à la fois. L'histoire qui avait commencé avec une promesse, une mort et une tentative désespérée de devenir quelqu'un de différent se terminait par l'acceptation, la vie et la compréhension qu'elle avait été assez forte depuis le début. Elle avait juste besoin d'apprendre à utiliser cette force de manière à construire au lieu de détruire, à protéger au lieu de punir, à honorer à la fois les morts et les vivants en devenant quelqu'un digne de leur foi.
Sabletorn avait appris à être silencieuse quand c'était nécessaire et bruyante quand c'était important, à être forte sans être cruelle, à se battre sans se perdre. Et en apprenant ces leçons, en vivant ces mois impossibles au lycée Lincoln, elle était devenue exactement la personne que sa grand-mère avait espérée. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais entière, sage et prête pour la suite.